Alors voilà maintenant 17 jours qu'Emmanuel Macron est président, 15 jours que nous connaissons le gouvernement, un gouvernement à la fois de droite, de gauche, issu de la société civile, des femmes, des hommes. Emmanuel se veut rassembleur. Il écrit même sur son site de campagne enmarche.fr: nous devons rassembler des femmes et des hommes de gauche et pleinement de gauche, de droite et pleinement de droite, de centre et pleinement de centre, des hommes et des femmes de la société civile. Mais alors on peut se demander d'où vient ce clivage gauche-droite, en tout cas d'où vient le nom gauche-droite. Ce clivage entre deux tendances politiques existe depuis bien longtemps, que ce soit à la fin de la République romaine, où le Sénat était divisé entre les populares qui défendaient les intérêts des plus modestes et les optimates qui représentaient l'aristocratie patricienne. On le retrouve dans de nombreux pays, donc quasiment tous les pays, que ce soit aux États-Unis, entre les démocrates et les républicains. Mais en France, on retrouve la gauche et la droite. Alors à votre avis, d'où vient ce nom gauche-droite ? Moi je sais aussi. Alors c'est l'Assemblée au moment de la Révolution. C'est les États généraux. C'est les Girondins à la gauche. et les Jacobins. Les Girondins et les Jacobins. Ceux qui s'asseyaient à la gauche ou à la droite du roi au moment des États généraux et de la Exactement. Révolution française. Le 11 septembre 1789, les députés sont réunis pour délibérer du droit de veto accordé au roi. Cette question divise l'Assemblée. Certains défendent un droit de veto suspensif, d'autres un droit de veto absolu. Pour faciliter le décompte des voix, ceux qui sont pour un veto relatif se répartissent à gauche du président, et ceux qui sont favorables au veto absolu, à droite. Les partisans du veto relatif l'emportent par 673 voix contre 325. Les députés qui sont hostiles à la révision s'assieront donc du côté droit de la salle, tandis que les autres du côté gauche. De ce vote date le clivage droite conservatrice et gauche réformiste que nous gardons encore aujourd'hui et qui ne cesse de rythmer la politique française. On a beaucoup de personnages politiques issus des Républicains et du PS qui se sont rattachés au mouvement En Marche, notamment après la défaite de ces partis au premier tour. Parmi eux, on pourrait nommer Bruno Le Maire ou encore NKM, ou bien Manuel Valls, qui lui avait retourné sa veste bien avant les résultats du premier tour. Mais alors, à votre avis, d'où vient cette expression « retourner sa veste » ? Oula. Bonne question. Donc il y avait des vestes différentes de chaque côté qui pouvaient... De chaque couleur. Le transformisme. Exactement. Ouais. Cette expression familière qui signifie changer de camp avec grande facilité remonte au temps de Charles-Emmanuel Ier, duc de Savoie, petit-fils de François Ier, né en 1562. D'abord allié de l'Espagne, il multiplie les attaques contre les possessions françaises du sud-est. En 1600, Henri IV riposte en envahissant la Savoie et le Piémont. Charles-Emmanuel doit capituler. 9 ans plus tard, le 25 avril 1610, le duc de Savoie change de côté en signant une alliance avec la France. Il voulait marier son fils, Victor Amédée, un prénom comme celui de son père, Charles-Emmanuel, que je qualifierais que je ne qualifierais pas. de double prénom. Bon, voilà. Un peu comme les tennismen français, quoi. Paul-Henri Mathieu, Gilles Simon. Et il devait se marier avec la fille d'Henri IV, qui elle se nommait... excusez-moi, c'est extrêmement petit, je n'ai pas réussi à imprimer. Il s'appelle Elisabeth, c'est un prénom tout à fait normal et très joli. Petite dédicace à ma maman. Alors, Henri IV meurt un mois plus tard, l'alliance s'est annulée. Alors, toujours en conflit avec la France, il gère un nouveau changement radical. Il signe un traité d'alliance avec Richelieu. Il trahit à nouveau ses engagements. Donc, vous l'avez compris, durant toute sa vie, le duc de Savoie multiplia les changements de camp entre la France et l'Espagne. On raconte que son inséparable casaque, manteau d'époque, à large manche, avait la particularité d'être réversible. Blanc d'un côté et rouge de l'autre. Il le mettait donc du côté blanc quand il était avec la France et du côté rouge quand il était avec l'Espagne. Et cette expression s'est transformée en retourner sa veste. À l'époque, c'était retourner sa casaque et depuis, ça s'est transformé en retourner sa veste. Parce que retourner sa casaque, on se croirait à l'hippisme sur l'hippodrome avec les... C'est ça. Ce président ne plaît pas qu'aux hommes politiques. En effet, Emmanuel Macron, pour les intimes Manu, a un physique charmeur. Il possède un véritable fan club, mais quand il sourit, une question divise. Aimes-tu ses dents écartées se questionne Francine, affalée sur son canapé. T'exagères, ses incisives supérieures centrales sont à peine écartées, lui répond Josiane, ancienne dentiste. L'écart de ses dents est aussi grand que l'écart de son score face à Marine Le Pen, ou aussi grand que le nombre d'années d'écart qu'il a avec sa femme, réplique Francine. En effet, Macron possède les dents du bonheur. Certains trouvent ça disgracieux, d'autres trouvent ça charmant. Mais alors quelle pourrait bien être l'origine de cette expression, les dents du bonheur ?
Oui. Alors peut-être que quand on mangeait quelque chose, ça les écartait et du coup. Ça restait coincé comme ça faisait une petite réserve pour l'hiver. Non, Oui, ça date de l'époque napoléonienne. Alors, l'expression serait apparue dans les armées napoléoniennes. Il manque une main. C'est au début. Au début, C'est tout ce qu'on ça sait. c'est au début, c'est sûr. Au début du 19e, on glissait de la poudre dans les fusils à l'aide d'une petite poire. Et on a ensuite inventé les cartouches cartonnées fermées par des opercules de chaque côté. Or, pour ouvrir celle-ci, en tenant le fusil d'une main, les grognards ne disposaient que de leurs dents. Ceux qui avaient des dents de devant manquantes ou trop écartées étaient jugés inaptes. Et du coup, ceux qui avaient les dents trop écartées ne partaient pas à la guerre. Et c'est pour ça que vous venez l'expression. oui, d'accord. Certains, d'ailleurs, n'hésitaient pas à arracher leurs dents pour éviter le C'est massacre. pour ça qu'Emmanuel Macron n'a pas fait son service militaire. Exactement. Tout est lié, c'est fou. C'est quand même la meilleure raison du monde pour pas aller à la guerre. Ouais, c'est ça. Franchement. Je pense. C'est pour ça qu'Yannick Noah est pacifiste. Exactement. Le président possède donc maintenant le titre de président de la République française, mais également d'autres titres, tels que celui de chanoine de plusieurs cathédrales et basiliques. Étonnant pour un président de la République, d'une république laïque. Mais ce n'est pas le seul titre étonnant qu'il possède. Il en possède notamment un autre, savez-vous lequel ? Oh là là. Aucune idée. Le chef Il des est armées, chef mais ça, des c'est pas ça. armées. Non. Humoristique Non, pas vraiment. Humoristique. Vous voulez que je fasse Je une sais charade pas. je fais Chef une de charade, Bobino. si vous voulez. Eh bien, cela pourrait nous sembler anachronique, mais le président de la République porte aujourd'hui encore le titre de coprince d'Andorre. Ah bon Ah oui. Oui. Ce petit État situé dans les Pyrénées entre l'Espagne et la France possède la particularité d'être dirigé par deux chefs d'État, l'évêque d'Urgé et le chef d'État français. Cet étonnant partage de souveraineté trouve son origine au XIIe siècle, lorsque l'évêque du diocèse d'Urgé, chargé d'administrer Andorre, craignant de perdre le contrôle de la ville, accepte de partager le pouvoir avec une famille de noblesse catalane, les Caboé. Au début du XIIIe siècle, le pouvoir est légué au comte de Foix, qui signe, à Lleida, un traité organisant sur tout le territoire d'Andorre une souveraineté partagée entre l'évêque et le comte de Foix. Or, à la fin du XVe, le comte de Foix est intégré au royaume de Navarre. Et là, vous comprenez pourquoi. Au siècle suivant, Henri de Navarre, futur roi de France, hérite de la couronne de Navarre en 1572. Il transforme le titre de co-seigneur en coprince. Devenu roi de France, le titre s'est conservé. Abandonné à la Révolution française puis repris en 1806 par Napoléon, le titre s'est donc transmis jusqu'à aujourd'hui et Emmanuel est donc président et également coprince d'Andorre. Je pense que ça doit le préoccuper beaucoup. Enfin, tous les soirs en se couchant, il se demande si les habitants d'Andorre vont bien. Mais Il est-ce dorme que, bien. du coup,